Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous ici à l'Hôtel de Ville pour des rencontres citoyennes édition 2020, confinées donc adaptées, mais maintenues dans ce format particulier parce qu'il s'agit bien sûr d'un rendez-vous essentiel pour la vie choultaise. Alors pour cette émission spéciale qui vous est consacrée, je suis accompagnée de Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, président de la communauté d'agglomération du Choletais. Bonsoir. Bonsoir. Et d'Annick Jeannetot, adjointe en charge de la voirie, des espaces verts et des actions de quartier. Bienvenue également, Annick. Bonsoir, merci. Alors, objectif de ce moment partagé virtuellement, prendre le temps de parler grands projets, actions concrètes et bien sûr répondre aux questions que vous nous avez fait parvenir par les différents moyens qui vous étaient proposés, le site internet bien sûr, Cholet Mag ou encore le questionnaire déposé dans les centres sociaux. Une petite heure pour se projeter demain, une heure ensemble au cœur de ce décor quotidien qui nous rassemble et qui nous ressemble. Gilles Bourdoulex, ce décor, il évolue au gré des années, au gré de ce qu'il convient d'appeler les grands projets. Après les Halles, gros succès de l'année qui s'achève bientôt, place à deux réflexions d'envergure. D'abord, l'extension et la réhabilitation du parc des expositions de la Meilleraye, et puis bien sûr, la future, la nouvelle salle des fêtes. Effectivement, alors avec bien sûr le regret que nous n'ayons pas pu tenir cette année nos rencontres citoyennes comme il est de tradition depuis maintenant 1995, mais on sait que les conditions sanitaires font que nous avons choisi une autre configuration, mais décidé quand même de continuer ce dialogue avec les Choletais et répondre aux questions des Choletais. Alors effectivement, deux grands projets, l'un porté par l'agglomération du Choletais, la Meilleraye, l'autre porté par la ville de Cholet, la salle des fêtes. La Meilleraye est un projet ambitieux, il est le projet de restructuration du parc des expositions, mais aussi la modernisation, l'amélioration de l'accueil du basket d'une manière générale, et je dis de manière générale parce que c'est à la fois la salle où l'équipe joue, mais aussi les conditions dans lesquelles on peut accueillir notamment les sponsors pour le soutien du club. Et puis ce projet qui veut, je le répète, être un projet d'ensemble. Projet d'ensemble qui va d'abord nous amener à la construction d'une grande salle polyvalente, une vraie salle polyvalente qui servira à la fois aux expositions, aux salons, qui servira de salle de congrès, qui servira de salle de concert pour les bals, pour les soirées, qui remplacera ce qu'on appelle l'espace jaune, c'est-à-dire l'espace qui est à gauche quand on fait face au parc des expositions, mais un équipement évidemment modernisé, un équipement aux normes d'aujourd'hui, notamment pour l'accueil des artistes, puisqu'aujourd'hui, accueillir les artistes dans l'espace jaune, c'est quand même assez... Parfois un peu spartiate. Un peu léger, spartiate aussi, oui, parce que les conditions de loge, etc. Enfin, on n'est vraiment pas au niveau de ce qui est indispensable. Donc là, on aura un véritable accueil, et puis une salle au plan acoustique qui sera tout à fait remarquable. Enfin voilà, un bel équipement avec cette salle. Et puis, donc, l'espace jaune, lui, sera découpé en deux parties. Une partie où nous aurons deux parquets de basket pour à la fois les entraînements de l'équipe professionnelle de JP Elite, lorsque la salle de la Meilleraye en tant que telle n'est pas disponible, aussi pour les associations, pour les clubs qui ont besoin d'espace basket. L'autre partie sera dédiée aux sponsors en priorité, c'est-à-dire ce sera la salle d'accueil pour les dîners d'après-match, etc., pour les sponsors. Et c'est important parce que si on veut que le club puisse progresser, avoir plus de soutien financier, il faut aussi qu'on ait de plus en plus de soutien de la part des entreprises et les conditions dans lesquelles on les accueille est tout à fait essentielle. Salle qui ne sera pas que pour les sponsors de Cholet Basket, évidemment. Les temps où elle ne sera pas occupée pour cette activité-là, elle pourra être louée, mise à disposition. Et puis bien sûr, une modernisation, une amélioration de la salle de basket classique. Nous avons pris la décision de ne pas reconstruire une salle de basket, de garder l'espace rouge, de l'améliorer, de le moderniser, de continuer d'ailleurs ce travail de modernisation, il y a eu des étapes qui ont été franchies, et de garder cette structure basket telle qu'elle est, avec un accueil différent. Il y aura tout un hall d'accueil qui sera tourné vers les parkings, et en même temps, nous pourrons réhabiliter l'ensemble des parkings, les espaces extérieurs de la salle, réfléchir aux accès depuis le boulevard périphérique, depuis le centre-ville. Enfin, c'est vraiment un travail de restructuration de tout cet ensemble. Un projet qui avoisinera sans doute à la sortie les 40 millions d'euros. C'est donc un projet lourd qui va nous amener jusqu'à 2024 à peu près pour l'aménagement de cet ensemble.
Alors ça, c'est le projet majeur de l'agglomération. Alors il y a beaucoup d'autres projets pour l'agglomération évidemment, mais en tout cas c'est Le projet un phare. projet très lourd. Et puis pour la ville de Cholet, alors, un projet plus modeste financièrement, puisqu'on est à peu plus de 5 millions d'euros de coût, c'est la nouvelle salle des fêtes. Indispensable. On a, c'est vrai, réaménagé tout ce secteur de la ville à proximité du centre-ville, avec les nouvelles halles inaugurées il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec bien sûr tout l'ensemble glycéo. Et entre les deux, il y a la salle des fêtes qui a son utilité encore aujourd'hui, mais qui est quand même largement dépassée en termes d'architecture, en termes de fonctionnement. Donc ce sera une nouvelle salle, une salle qui aura l'avantage pour sa construction de pouvoir se réaliser en gardant l'ancienne, comme on a fait pour les halles. Dans le même esprit. Dans le même esprit que les halles, et ça c'est une grande chance. Une salle qui sera tournée vers le parc de Moine, de façon à profiter aussi des espaces quand on ouvrira la salle des fêtes pour des réceptions, pour des mariages, etc. On aura l'ouverture vers le parc de Moine. Une salle évidemment beaucoup plus fonctionnelle avec les parties cuisine, les parties stockage de Loge. matériel, etc. Pour les artistes aussi. Enfin voilà, vraiment une salle moderne. Et ça, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur aussi, qui devrait être réalisé théoriquement, si tout se passe bien, à la rentrée 2023, puisque nous sommes en train de finaliser le choix du jury, le choix des architectes, de l'équipe, par rapport à ce qu'a décidé le jury, ce qu'a proposé le jury. Nous avons aujourd'hui 2 candidats qui se dégagent. Dans les jours qui viennent, on fera le choix final. On a fait ce choix final pour la mairie, que j'évoquais à l'instant. Mais la salle des fêtes, c'est dans quelques jours et on pourra bien sûr commencer à avancer sur ce projet majeur d'aménagement. Une salle qui continuera à être gérée par Cholet Événements. Je tiens à le préciser parce que c'est aussi un outil qui permet à Cholet Événements de conduire toutes les activités qui sont les siennes au service de la population choletaise. Et ces activités sont nombreuses. C'est le carnaval, c'est Cholet Pays de la Loire, c'est Foudel, c'est le Salon des Arts, c'est Fou qui veut. Enfin voilà, c'est toutes les manifestations que gère Cholet Événements tout au long de l'année et qui tiennent à la fois par le soutien légitime de nos collectivités et en même temps par les recettes que génère la gestion d'une salle comme la salle des fêtes. Eh bien, en attendant de voir naître ces lieux de vie, ça fait du bien d'entendre parler de ces événements. On retrouvera la joie de nous rassembler lorsque la crise sanitaire sera derrière nous. Je vous propose qu'on écoute Annick Janto, le temps d'un point sur les actions concrètes menées cette année, enfin depuis 1 an. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais des points clés qui étaient certainement attendus, Annick. Oui, donc depuis les dernières rencontres citoyennes, nous avons réalisé de nombreux travaux. Effectivement, nous avons été un peu aussi bloqués avec le confinement. Mais au mois de juin-juillet, nous avons essayé de rattraper, ce qui explique tous les travaux qu'il y a eu en même temps. Et donc, on a réussi, malgré tout, à refaire en enrobé environ 1,2 km de voirie. Par exemple, les rues Catellino, Montalembert, Lebel, Boileau, pour n'en citer que quelques-unes. Au niveau des trottoirs, c'est 2,4 km de trottoirs qui ont été refaits. C'est rue Le Nôtre, rue Sainte-Anne, rue Saint-Renan. Nous avons également travaillé sur les parkings, puisque le parking du stade Omnisport a été complètement refait. Le parking du parc Turpot. Et nous avons même créé un parking, puisque derrière la maison de Rambourg, nous avons créé un parking sur un terrain vague, puisque dans ce quartier, il manquait beaucoup de stationnement. Et nous avons aussi, bien sûr, parce que c'était un des grands sujets de 2020, revu les bandes et les pistes cyclables. Donc il y a eu beaucoup de créations, comme par exemple le boulevard de Lumeau-Plessis, l'avenue Michelet, et puis l'avenue Francis Bouet, ou encore dernièrement la Godinière. On y reviendra puisque je crois que ça fait partie des questions qui ont été posées. Il y a aussi au niveau des parcs et des espaces de jeu, Bien parce sûr. que dans une ville comme la nôtre, c'est important, tous les espaces verts et tout ce que nous faisons à ce niveau-là. Et donc, le parc de Moine est enfin, après 3 ans de travaux, complètement terminé. On a inauguré une nouvelle aire de jeu. Nous avons refait également le jardin du Bon Pasteur, pour le rendre accessible à tous. Et puis, nous sommes en train de faire de très gros travaux sur le parc de la Gérardière, que nous rendons accessible également à tous. Il y a aussi également une aire de jeu. Puis pour finir, je voulais dire que cette année, nous avons été honorés par le jury 4 fleurs qui nous a décerné la fleur d'or.
c'est parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour notre ville et ça récompense vraiment notre politique volontariste de rendre Cholet attractive, agréable à vivre, écologiquement responsable. Et je remercie donc aussi tous les agents qui nous aident pour réussir pour avoir réussi ce défi. Et oui, très jolie distinction. Merci beaucoup, Annick. Je vous propose qu'on ouvre la séquence qui constitue l'essence même des rencontres citoyennes. Bien sûr, dans le contexte que nous connaissons, il a fallu s'adapter. Et vous avez été nombreuses et nombreux à envoyer vos questions sur le site internet, le coupon de Cholet-Mac, je le disais tout à l'heure, ou les questionnaires déposés dans les centres sociaux. De très nombreuses questions ont été collectées. On ne va pas répondre à toutes les questions, en tout cas pas au cours de cette émission, mais sachez que toutes les personnes qui ont posé une question eh bien, trouveront une réponse puisque la municipalité s'engage à répondre à chacune et à chacun. Ce soir, nous allons en traiter 30 qui sont représentatives des différentes attentes, commentaires, suggestions ou remarques et qui résonnent forcément avec celles que vous pouvez peut-être vous poser. C'est parti et je vous propose de commencer avec cette question qui concerne la vie étudiante, avec l'augmentation du nombre d'étudiants. Est-ce qu'un développement de l'offre de logement est prévu, Gilles Bourdelex? Alors oui, il y a augmentation du nombre des étudiants, il faut le souligner, puisqu'on a dépassé les 3000 jeunes en situation de post-baccalauréat, avec de belles initiatives qui sont développées, notamment avec les UPEC, avec le CNAM. Nous avons la bonne santé aussi de formation qui s'est créée en lien soit avec des étudiants en histoire, soit des étudiants en droit sur le parcours de santé, qui permet ensuite d'envisager une filière médecine. Tout cela mis en œuvre avec l'Université d'Angers. Donc vraiment une belle réussite du développement de l'enseignement supérieur. Donc forcément, à côté, il y a des besoins. Besoin de restauration, et les UPEC répondent en particulier à cette exigence. Besoin de logement avec, il faut le signaler, une initiative importante qui a été prise par une société privée, en l'occurrence Cap West, qui est ouvert West Campus, qui se situe à proximité du parc de Moine, c'est-à-dire juste après la zone universitaire, qui a été ouverte à la rentrée, 80 logements qui sont mis à disposition des jeunes. Une autre initiative qui va démarrer dans les mois qui viennent, très, très, très rapidement, pour être effective à la rentrée prochaine, c'est l'aménagement d'une vingtaine de logements dans ce qui était la résidence senior Paul Bouix, rue Paul Bouix. Vous avez cette résidence qui est divisée en deux désormais. Une partie qui est réservée au club de bridge et l'autre partie qui était la partie logement qui va être réaménagée pour accueillir à peu près, encore une fois, une vingtaine de logements. Et puis d'autres initiatives privées, il y a aussi les accueils chez l'habitant. Donc on a, je crois, aujourd'hui une réponse d'accueil en logement pour les étudiants qui est satisfaisante, mais qui n'est sans doute pas suffisante. Et on peut espérer qu'il y ait d'autres projets. Il y a un projet qui devrait démarrer aussi sur le site Jean Jaurès, l'ancienne clinique Jean Jaurès. Donc voilà, il y a vraiment des initiatives intéressantes qui montrent qu'il y a cette dynamique estudiantine à Cholet qui se poursuivra avec des projets de création encore nouveaux au Carteron, avec des réinstallations pour regrouper sur ce site, avec vraiment l'esprit campus universitaire. Donc un bel avenir pour l'enseignement supérieur à Cholet. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il serait possible, alors on reste au même endroit, d'étendre les horaires de la bibliothèque universitaire le soir ou le samedi après-midi? En effet, de nombreux étudiants seraient désireux de pouvoir travailler plus longtemps. Une demande qui vient notamment du fait que de nombreux cours sont désormais à distance et qu'avoir un cadre universitaire reste essentiel pour bon nombre d'entre eux. Alors, élargir les horaires de la bibliothèque universitaire n'est pas forcément à l'ordre du jour aujourd'hui, parce que ça signifie aussi du personnel, ça signifie une logistique qui suive. Je signalerai quand même que nous avons un peu plus de 55 heures d'horaire d'ouverture de notre bibliothèque universitaire. Quant à Angers, c'est 24 heures, avec des réservations, alors que là, c'est ouvert à tout le monde. En revanche, ce que nous essayons de mettre en place, c'est un accueil possible des étudiants pour travailler à la médiathèque, ici, en proximité, bien sûr, de l'hôtel de ville et d'agglomération. Des salles ouvertes pour l'ensemble des usagers, mais particulièrement pour les étudiants à certaines heures réservées. Et puis le travail aussi qui peut être fait par Internet, à distance, pour les étudiants avec la bibliothèque universitaire. C'est quelque chose sur lequel on travaille, et les étudiants ne doivent pas hésiter à se rapprocher de nos collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent sur le site pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de moyens de travail au sein de cette bibliothèque universitaire.
Merci beaucoup. On va changer de zone géographique et tout près d'ici, d'ailleurs, à vol d'oiseau. Où en est le projet de l'immeuble de l'ancienne école de musique? C'est un projet complexe. C'est un projet complexe parce que c'est un bâtiment qui demande beaucoup de travaux, qui a des exigences liées notamment aussi à son positionnement dans le centre-ville, avec des façades qui ne peuvent pas être totalement modifiées. Enfin, c'est un projet compliqué. Alors, il y a un promoteur privé qui porte un projet, qui a un accord avec la collectivité pour racheter ce bâtiment, un accord qui a été prolongé parce qu'on a voulu donner au promoteur la chance de continuer à travailler au-delà des difficultés liées au confinement, liées à la crise sanitaire. Donc il a un délai au-delà de ce qui était prévu pour concrétiser son projet. Je crois qu'il en a un peu changé l'esprit. Ça reste des logements, bien sûr, mais c'est un projet compliqué et nous allons suivre dans les mois qui viennent comment est l'évolution des choses, s'il y a une possibilité effectivement à aménager des logements dans ce bâtiment, si le projet actuel est le projet définitif. Il reste des questions, mais pour le moment, nous laissons encore quelques mois jusqu'au printemps au promoteur pour essayer de concrétiser son projet. D'accord, donc affaire à suivre. Un autre bâtiment que les Chaultaises et les Chaultais connaissent bien visuellement, quel est, alors je reprends la question très précisément, pouvez-vous apporter des précisions sur le devenir du bâtiment de l'ancienne clinique Saint-Luc? Alors l'ancienne clinique Saint-Luc est propriété d'un particulier qui a d'autres sites à travers Cholet, voilà, qui est en situation complexe au plan financier, donc il faut qu'il vende les biens. Là encore, c'est très compliqué. Il y a en plus des choses pas, je le dis très publiquement, hein, pas très claires entre l'administrateur de biens, le propriétaire, les acheteurs. On discute les prix, on les remet en cause, on va devant le tribunal. Enfin, c'est très compliqué. La collectivité s'était intéressée au bâtiment pour envisager la maison médicale que nous allons faire en centre-ville. Alors, il y avait les problèmes de pouvoir aboutir par rapport à l'achat du bâtiment, parce que lorsque la collectivité s'intéresse, c'est curieux parce que les prix explosent tout de suite. On s'imagine que la collectivité va acheter n'importe quel prix. Non, on n'est pas non plus la vache à lait. Donc il n'est pas question que nous cédions, notamment aux administrateurs qui, eux, ont un pourcentage au passage. Donc l'administrateur qui est à Angers, je peux dire qu'il se fout totalement, pour parler crûment, de ce qui se passe à Cholet et de l'aménagement du centre-ville de Cholet. Il y a plusieurs sites comme ça, la Boule d'Or, la clinique Saint-Luc, Oui, oui. même administrateur, même propriétaire. Aucune importance pour eux. De toute façon, ils voient ça de très loin. Donc on ne va pas non plus céder à tout. Aujourd'hui, il y a des acheteurs potentiels et probablement qu'on s'orienterait là aussi vers du logement. Pour ce qui est de la maison de santé, ce sera de l'autre côté du pont du Bourg-Baudry où nous avons là la maîtrise du foncier. Alors, merci beaucoup. Pour la transformation des locaux commerciaux vides, il y en a, ne serait-il pas possible de permettre la réhabilitation en logement sans place de parking? Alors, question évidemment complexe parce qu'on sait que l'exigence de place de parking, alors il y a place de parking jusqu'à 80 mètres carrés, de place au-delà, c'est une exigence qui freine le réaménagement de locaux, et notamment au cœur de ville, où nous voudrions justement que les locaux vides, qui se trouvent bien souvent au-dessus des commerces, puissent être réutilisés. Alors nous avons déjà assoupli les règles, puisque désormais il faut arriver à démontrer qu'il y a dans un certain rayon des capacités de stationnement, et nous continuons à assouplir ces règles, alors sans non plus ouvrir toutes les possibilités, parce que aujourd'hui, la personne qui va acheter, qui va aménager, va nous dire « Oh, mais ça m'est égal de ne pas avoir de parking, je vais me stationner un peu plus loin ». Demain, il vendra, et on aura quelqu'un qui viendra à une rencontre citoyenne nous dire « Il n'y a pas de place de parking à proximité de chez moi ». Donc, il faut être aussi vigilant et faire en sorte que les personnes puissent trouver à proximité des lieux de stationnement. Mais c'est vrai que nous allons continuer à assouplir les règles. Donc de les façon règles, à ce ne sont pas celles freiner. du PLU. Hein. Ce sont celles du PLU. Ce n'est pas comme ça une décision qui est prise un matin en se levant et puis appliquée dans la journée. Ce sont les règles du PLU, mais on peut s'efforcer de les assouplir de façon à permettre l'aménagement de logements dans le centre-ville. Et c'est d'ailleurs le cas sur certains projets où nous avons pu permettre à des porteurs de projets d'aboutir grâce à cet assouplissement. Merci beaucoup. Alors, une autre question du côté du quartier de la Gare. Je souhaiterais savoir où en est le projet de rénovation du quartier de la Gare. Quelles sont les prochaines échéances concrètement? C'est un projet très long. Très long parce que d'abord, il faut travailler avec la SNCF. La SNCF, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Et puis, nous voulons inscrire ce projet d'aménagement de la gare dans d'autres projets, notamment ferroviaires. Et je pense à un projet ferroviaire important qui est la ligne Cholet-les-Herbiers. Vous savez que désormais, c'est inscrit au plan futur de la région des Pays de la Loire de pouvoir rénover cette voie, à la fois dans l'intérêt des mouvements quotidiens entre le pays de Mortagne des Herbiers et le Choletais pour le travail, dans les deux sens, et puis aussi en lien avec l'activité touristique fondamentale pour notre région, qui est le Puy du Fou. On peut amener beaucoup de personnes qui vont aller au Puy du Fou par le train, Cholet, et ensuite le cheminement vers le Puy du Fou aussi par le biais du train. Donc il faut que nous ayons une vision plus précise de ce que nous ferons dans le cadre de cette liaison ferroviaire qui permettra d'aboutir à une réflexion sur le quartier de la gare. Mais cette réflexion, elle est évidemment en œuvre depuis déjà quelques années. Elle s'intensifie, ces réflexions sur du logement, sur des bureaux. Je pense que c'est un site particulièrement adapté pour installer des bureaux, dans la mesure où des salariés pourront venir par le train de la région choltaise, voire au-delà. Et puis aussi réaménager le fonctionnement de la ville entre les deux côtés de la voie ferrée, pour essayer, par exemple, de ne plus avoir de trains qui vont au-delà de la gare et qui bloquent la voie ferrée, ce qui fait qu'on ne peut pas ouvrir ce grand passage entre les deux secteurs de la ville. Donc c'est vraiment une réflexion très très large sur ce secteur, en lien aussi avec le centre-ville, parce qu'on est à quelques minutes à pied du centre-ville. Ça fait partie quand même du cœur de la cité. Donc c'est tout un ensemble avec oui, des réflexions qui se poursuivent et encore beaucoup de travail, de préparation à conduire pour aboutir à un projet parfaitement fini je dirais, j'espère, dans les toutes prochaines années, mais je ne serai pas plus précis parce que je ne veux pas m'engager, il y a encore trop de points d'interrogation. Donc, encore un peu de patience. Merci beaucoup. Alors c'est Annick Jeannetot qui devrait répondre à cette question. Quels sont les projets de création de pistes cyclables? On en parlait tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire choletais. Il y a déjà eu beaucoup de choses en 2020 sur ce sujet. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais nous allons bien sûr prolonger la piste cyclable de Lumeau-Plessis pour qu'elle puisse rejoindre les Halles. Nous avons aussi un projet de relier la piste cyclable de Francis Bouet jusque avec l'avenue des Cordeliers, faire aussi relier le centre-ville à la zone industrielle du Cormier en passant par la Choletière. Comme nous l'avons fait également, nous allons mettre les itinéraires recommandés à l'est de Cholet, puisque pour le moment, il n'y a que l'ouest où ils sont indiqués. Et il y a beaucoup d'autres projets, mais nous venons de créer un groupe de travail Se déplacer ensemble, où il y a différents utilisateurs de vélos, de bus, plusieurs acteurs. On devait se réunir, mais confinement oblige, nous avons repoussé la date de cette première réunion. Et donc, nous allons travailler sur les points urgents et importants à voir en piste cyclable et ou bande cyclable. Alors, parmi ces points, est-ce que celui-ci pourrait en faire partie? Est-il prévu d'aménager une piste cyclable dans le secteur de l'avenue de Nantes vers la Séguinière? Alors, actuellement, nous avons une bande cyclable, avenue de Nantes, mais qui est partielle. Il y a des endroits où elle n'existe plus. Donc, nous allons travailler pour pouvoir la rendre complètement régulière tout le long de l'avenue de Nantes. Et nous travaillons également pour le rond-point, on va dire un trajet sécurisé pour le rond-point qui mène à la Séguinière, puisqu'après la Séguinière, il y a une piste cyclable. Effectivement. On poursuit sur le vélo. Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir une aide financière pour acheter un vélo électrique? Est-ce que la municipalité peut ou y participe? Donc pour le moment, nous sommes en pleine réflexion. Donc il faut qu'on s'appuie également sur l'aide de l'État qui propose une aide pour les familles avec un revenu imposable inférieur à 13 500 €. La région qui propose de l'aide pour les abonnés du TER, mais d'Aléop. Et pourquoi ne pas nous aussi faire une proposition? Par contre, à aujourd'hui, excusez-moi, Cholet Bus propose des vélos électriques qu'on peut louer pour 35 € par mois ou 350 € pour l'année, sachant que ce n'est pas renouvelable, pour inciter ensuite les personnes à acquérir leur propre vélo auprès des magasins spécialisés. Mais c'est aussi un moyen d'acquérir un vélo, de louer un vélo. Merci beaucoup. Est-ce qu'il existe un document répertoriant les pistes cyclables à Cholet? Oui, depuis 1 an. Donc, on peut se le fournir sur le site internet de Cholet Bus. Alors, le site, c'est www.choletbus.fr.
Mais en temps normal, on peut aussi avoir des exemplaires à l'Office du tourisme ou dans les magasins spécialisés en vélo. Et il y a une nouvelle édition qui va sortir d'ici quelques jours, une mise à jour. On reste sur le même sujet qui est passionnant. Quels sont les aménagements prévus toujours en termes de pistes cyclables sur le secteur des rues Montalembert, de Lorraine, boulevard Jeanne d'Arc et avenue Leclerc? Ah là, il y en a beaucoup, là, oui. Un joli pack. C'est tout à peu près dans le même quartier. Oui, c'est le même quartier. Donc, Lorraine et Jeanne d'Arc, nous avons déjà des bandes cyclables. Leclerc, nous avons une bande cyclable qui va vers le centre, direction vers le centre-ville. Et quand on part du centre-ville vers l'extérieur de Cholet, il y a une double voie bus-vélo qui est aussi sécurisée. La rue de Montalembert, nous avons réfléchi, mais malheureusement, elle est trop étroite. Donc, ce n'est pas du tout envisageable parce qu'il n'y aurait pas de sécurité pour les vélos. D'accord. Et puis on étudie malgré tout aussi les ronds-points de toutes ces rues dont vous venez de parler, comme par exemple le rond-point Sadi Carnot qui est assez dangereux. Donc vaste réflexion en cours Vaste pour réflexion faciliter Tout à la fait. circulation à vélo dans la ville. Merci. On va revenir vers vous, Gilles Bourdoulex, avec une question sur le quartier Jean Monnet. Quelqu'un qui souhaite revenir sur le comportement de certains jeunes de ce quartier, avec, il mentionne des rodéos sauvages, motos, scooters, courses de vitesse, dérapages, et souhaiterait connaître les actions envisagées afin de retrouver une situation acceptable. Alors d'abord, c'est l'action de suivi permanent quotidien des polices, je dis des polices parce qu'il s'agit à la fois de la police nationale et de la police municipale, avec la surveillance de tout ce secteur dont on sait qu'il est un lieu de trafic divers et varié, hein, il faut le dire clairement, un peu à l'abri des bâtiments inutilisés de l'ancien supermarché, à proximité du lycée, dans des endroits qui sont un peu cachés. Donc il faut qu'on regarde aussi l'aménagement, peut-être tout bêtement tailler les haies, puisque pour que rien ne se passe derrière en toute discrétion, avoir plus de patrouilles, utiliser la vidéosurveillance qui est présente sur le quartier, qui dérange d'ailleurs, puisqu'on nous détruit de temps en temps nos caméras, mais c'est pas grave, on les remettra, toujours et encore, parce qu'il faut que nous soyons très fermes sur ce qui peut se passer dans ces quartiers, y compris d'ailleurs malheureusement dans les périodes comme celle que nous vivons. J'ai été critiqué, sanctionné par le tribunal administratif il y a quelques mois quand pendant le confinement j'avais demandé un couvre-feu, tout simplement parce que nous observions qu'au-delà du problème du confinement, il y avait à certains horaires des agitations comme ce que vous décrivez et que c'était un moyen supplémentaire d'attirer l'attention là-dessus et de pouvoir les sanctionner. Donc je crois qu'il faut que nous soyons très fermes. C'est ce que nous souhaitons faire avec, encore une fois, les forces de sécurité, en surveillant au plus près ce qui se passe dans ce quartier et en interpellant, en sanctionnant. Alors sanctionner, ça signifie aussi que la justice nous suive, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, mais il faut que nous soyons très très vigilants et nous sommes vraiment attentifs aux difficultés que peuvent rencontrer les habitants du quartier par rapport à ces différents problèmes. Alors, vous venez de citer l'aménagement et justement, une question est posée sur les projets. Quels sont les projets concernant la réhabilitation du centre commercial Jean Monnet et notamment de l'ancien magasin Simply Market? Alors, je crois qu'il ne sera jamais question de réhabilitation en tant que telle du centre, puisque il est quasiment inutilisable tel qu'il est. Ce qu'il faut envisager à un moment donné, c'est sans doute la disparition de ce site. On l'espère, la réinstallation d'un commerce, plus de proximité bien sûr, avec du logement sur le site, avec un réaménagement de la place autour, parce qu'il faut qu'on laisse aussi une place, puisque nous avons le jeudi le marché Jean Monnet qui est installé sur ce site. Donc nous travaillons aussi avec le groupe Auchan qui est propriétaire du commerce et avec l'ensemble des acteurs du quartier pour essayer de trouver une solution globale sur le quartier. Alors ça prend du temps, c'est vrai, c'est complexe là encore, mais j'espère qu'on pourra le plus vite possible aboutir à une vraie solution d'aménagement pour le quartier, parce que c'est vraiment un site majeur pour nous dans le cadre de tout ce secteur Jean Monnet, et puis au-delà d'ailleurs, c'est une entrée de ville quand on vient de Vendée. Enfin voilà, il y a des aspects qui sont importants pour ce territoire-là. Merci beaucoup. Toujours pour vous, Gilles Bourdoulex. Habitant le centre-ville, nous constatons bien trop souvent des dégradations ou des incivilités les soirs de sortie, jeudi, vendredi, samedi. Comptez-vous augmenter la présence de la vidéosurveillance? On en parlait de ces caméras. Oui, tout à fait, hein. On est dans la perspective de multiplier la vidéosurveillance, alors qui n'est pas la réponse immédiate, parce que nous n'avons pas aujourd'hui d'agents en permanence derrière les écrans qui diffusent les images des vidéos, des caméras.
mais nous pouvons agir ensuite. Mais surtout, il faut avoir une présence aussi de nos polices municipales et nationales le plus largement possible, et particulièrement les moments que vous évoquez, même si théoriquement, en principe, dans les semaines actuelles, nous n'avons pas ces moments puisqu'on ne peut pas sortir. Mais en tout cas, il faut se dire que heureusement, bientôt, je l'espère le plus vite, Oui. on pourra retrouver une vie plus normale. Mais ça ne signifie pas qu'il faudra accepter les désagréments qu'on connaît dans le centre-ville. Et là encore, il faut que nous soyons très très vigilants sur la réponse que nous donnons pour enlever, au-delà de l'insécurité en tant que telle, ce sentiment d'insécurité qui est très désagréable et qui déséquilibre une vie quand on a envie d'être dans le centre-ville. Et on évoquait sur une autre question l'aménagement de logements centre-ville. On ne peut pas encourager le développement des logements centre-ville et en même temps ne pas combattre ces incivilités désagréables pour la vie au cœur de la cité. On reste dans le centre-ville. Il y a de plus en plus de marginaux, notamment au centre commercial des Arcades Rouget. Et la question, c'est quelles sont les actions mises en place par la ville pour venir en aide à ces personnes ? Alors, je dirais que le premier élément, c'est qu'elles se viennent elles-mêmes en aide, quelque part. On a un cas particulier, je ne donnerai pas le nom de la personne, mais c'est quelqu'un qui est connu des Choletais. Oui. C'est quelqu'un qui n'a jamais de sa vie voulu travailler, qui n'a jamais de sa vie voulu s'intégrer à une vie normale. Alors, il y a un moment, la gentillesse, l'indulgence à l'égard des personnes qui vivent dans la rue, ça a ses limites. Quelqu'un qui est en fracture de vie, qui se retrouve dans la rue, oui, il faut lui tendre la main. Une personne qui fait ce choix et qui refuse toute autre solution de vie, il faut essayer de faire en sorte que ça ne crée pas de problème pour l'ensemble des habitants de la ville. C'est le cas avec un individu en particulier. Donc nous travaillons avec l'ensemble des structures pour essayer de lui trouver un lieu d'accueil, parce que c'est très désagréable. Alors, il faut aussi relativiser les choses, parce que vous avez les mêmes qui râlent parce que ce monsieur est présent notamment aux Arcades Rouget, et les mêmes qui vont, à longueur de temps, lui donner les moyens de continuer à vivre dans ces conditions. Donc il faut trouver aussi l'équilibre entre les actions qu'on peut avoir, mais on ne peut pas le mettre de côté, mais en revanche, il faut trouver la bonne solution. Nous essayons de le faire et j'espère que très vite, nous pourrons aboutir pour cette solution, pour ce monsieur qui pose quand même beaucoup de problèmes d'hygiène, problèmes liés à sa présence, à son attitude, le fait qu'il soit parfois quasiment déshabillé, qu'il soit dans un état d'ébriété. Enfin, c'est quand même très compliqué et très désagréable pour les commerçants du centre-ville qui voient leurs clients s'interroger sur le fait de venir vers les Arcades Rouget à cause de la présence de ce type de personnes. Merci. Alors, une question qui est un peu traditionnelle, apparemment, pendant les rencontres citoyennes. J'ai interrogé ce jour mon GPS. Nous sommes toujours domiciliés rue Domaine Mocro au lieu de Dom Mocro. Ça vous parle, cette question ? Ah oui, oui, ça me parle bien, évidemment. Mocro, qui était un responsable du monastère de Bégrolles, de Bellefontaine, je vais y arriver, qui s'est illustré pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, il ne faut pas confondre Dom, c'est le qualificatif religieux, c'est pas domaine. Et effectivement, GPS a eu longtemps la difficulté. Vous savez, la culture des gens qui font le GPS n'est peut-être pas extraordinaire. Donc, ils disaient qu'on faisait une abréviation de domaine. Non, c'est pas le cas. Alors, théoriquement, ça a été remis en place comme il faut. En principe, mais il y a encore quelques difficultés parfois, mais il y a des sites également qui permettent de trouver une adresse sur lesquels on trouve la bonne adresse. Donc en principe, c'est une question qui devrait être résolue. D'accord, donc peut-être qu'il y a besoin d'une mise à jour sur certains GPS, et pour d'autres, c'est peut-être tout aussi, bon. oui, voilà. Merci. Plusieurs Choletais ne sont pas éligibles à la fibre optique, alors notamment en ce qui concerne la rue Henri Robert. On en est où ? Alors ça, c'est tout un quartier qui va voir son installation de fibre par Orange se réaliser là aussi dans la première moitié de l'année 2021. C'est quelque chose qui est en cours, c'est dans le programme d'Orange, il n'y a pas de problème. C'est un programme qui nous emmenait jusqu'à l'année 2021 et on reste dans les délais qui étaient fixés. C'est imminent. Nous souhaiterions que nos lampadaires, les lampadaires de notre rue, soient éclairés seulement un mât sur 2, ou alors éteindre l'éclairage public à partir d'une certaine heure la nuit. Alors ça, c'est un sujet aussi récurrent que Mme Jeannetot connaît bien.
pour le suivre D'ailleurs, on la directement. voit sourire. Le fait d'éclairer un mât sur deux, c'est non. C'est non parce que ce n'est pas quelque chose de légal, parce que c'est dangereux, parce que vous passez d'une zone éclairée à une zone d'ombre, d'une zone éclairée à une zone d'ombre, etc. Donc ce n'est pas autorisé par la réglementation. En revanche, ce que nous faisons, sans aller aujourd'hui jusqu'à l'extinction de l'éclairage la nuit, qui est une question, on n'a pas de philosophie toute faite là-dessus. Je pense qu'il faut se poser la question, mais il faut voir non seulement les avantages, mais il faut voir aussi les inconvénients d'une nuit totalement sombre, sans éclairage. Donc ce que nous faisons, nous travaillons sur les équipements que nous mettons en place dans les mâts pour avoir des éclairages qui soient plus économiques, parfois moins denses la nuit, mais en tout cas qui soient surtout beaucoup plus économiques pour le budget de la collectivité. C'est plus vers cette orientation-là que nous allons, plutôt peut-être que vers une extinction de l'éclairage sur toute la ville. Alors après, on peut regarder quartier par quartier. Il y a peut-être des endroits où on pourra arriver à cela un jour. Mais en tout cas, nous y allons doucement et avec réflexion. Dans ma rue, il y a des fils électriques qui ne mettent pas en valeur le quartier. Est-il prévu un enfouissement? C'est pour Annick, cette question. Non, malheureusement, on ne peut pas s'engager à enfouir tous les fils électriques, les fils électriques ou autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces fils n'appartiennent pas à la ville et appartiennent à des concessionnaires. Si nous voulions les enfouir, c'est un coût énorme pour la collectivité. Ce coût, nous préférons le mettre dans l'entretien des chaussées, par exemple, ou de sécuriser les traversées des piétons ou autres. Par contre, bien sûr, quand un concessionnaire souhaite les enterrer, nous les accompagnons de bon cœur. Alors, du côté du Puy-Saint-Bonnet, pourrait-on mettre en place, rue Jeanne d'Arc, une limitation de vitesse? C'est pour vous, Gilles Bourdoulec, cette question. Alors là aussi, je me tourne un peu vers Annick Jadot, c'est pour vous deux, alors. qui suit les dossiers plus directement sur ces sujets, mais c'est effectivement à l'étude aujourd'hui pour regarder comment on pourrait sécuriser la circulation sur cette rue. Nous avons placé déjà quelques baliraudes, des séparateurs pour montrer, pour essayer de voir comment nous pourrions aménager cette voie. D'accord. Toujours sur la vitesse et toujours au Puy-Saint-Bonnet, est-il possible de mettre en place un marquage au sol indiquant la zone 30 km/h rue nationale? C'est une voie qui est départementale, donc il faut que nous aboutissions à un accord avec le département, mais c'est pareil, c'est à l'étude et sans doute en voie de décision finale. Puy-Saint-Bonnet encore. Ne pourrait-on pas mettre en place au niveau de la basse Natterie une signalisation pour accorder la priorité dans un sens en raison du rétrécissement de la chaussée et d'une mauvaise visibilité de la circulation venant d'en face? C'est très précis et je n'ai pas fini. Il y a de chaque côté de la route des barrières de sécurité et le passage de 2 véhicules est très compliqué. Là aussi, c'est un dossier qui est en cours de finalisation, disons-le clairement. Bien, donc tout ça est en cours. Annick, on revient à Cholet. Les véhicules circulent à très grande vitesse, rue de la Vendée et de la Mutualité. Avez-vous une solution pour remédier à ce problème de nuisance? Donc, à aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'au mois de décembre, nous mettions le radar pédagogique rue de Vendée et au mois de janvier, il sera rue de la Mutualité. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'après les travaux d'assainissement de la rue des Deux Ponts, nous allons réaliser les travaux d'assainissement de la rue de la Mutualité et ensuite nous serons rue de la Vendée. Une fois que tous ces aménagements seront réalisés, nous allons bien sûr refaire les enrobés, revoir les stationnements. Quand ce sera possible, mettre des bandes ou des pistes cyclables. Et donc tout sera ainsi conforme et pour la sécurité de tous. Merci. Toujours la vitesse, rue Jules Baron. La vitesse est excessive. En février 2020, la police municipale est venue me voir pour m'informer que le radar pédagogique allait être positionné dans cette rue. Cependant, il y a eu le confinement et cela n'a pas été fait. Donc, dès que c'est possible, bien sûr, nous allons mettre le radar pédagogique dans cette rue et nous sommes en train d'étudier pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de revoir le stationnement ou de mettre des chicanes pour ralentir la vitesse. Très bien. Gilles Bourdoulec, est-il prévu de faire quelque chose pour améliorer la qualité de vie des riverains de la rue des Vosges, de la rue de Bourgneuf et du square Paul Grelet? En effet, depuis l'implantation du rond-point devant l'autre usine, la circulation est incessante et dangereuse pour les riverains, notamment aux heures de pointe. C'est un constat qui a été fait, des remarques qui ont été portées par les riverains, effectivement. Donc c'est une réflexion que nous avons sur le fonctionnement de ce secteur, en sachant que la rue de Bourgneuf est une rue très longue, qu'il faut qu'on regarde tous les aspects. Il faut comprendre aussi qu'une activité aussi dense que celle de l'autre usine, en
temps normal aussi. Mais Oui, mais faut oui, le on est obligé préciser de le préciser. presque pour toutes les questions, mais en tout Mm. cas, en temps normal, le fonctionnement fort de ce secteur change aussi les conditions de circulation. On n'empêchera pas. Je dis souvent à des riverains, gentiment, si vous voulez qu'il n'y ait pas l'autre usine là où il y avait l'usine, achetez l'usine, vous serez tranquille. Mais ce n'est pas la solution non plus. Mm. C'est bien que les sites qui sont quelque temps à l'abandon, alors ou qui sont inutilisés un temps, alors quand on est riverain, c'est bien parce qu'il ne se passe rien, on est plus tranquille. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un moment donné où, heureusement, la ville vit. La ville se développe, la ville a des projets. Quand je dis la ville, c'est pas seulement la collectivité, c'est aussi évidemment les privés comme ceux qui ont mis en place l'autre usine. Donc il y a des désagréments, il y a des changements de conditions aussi, de voisinage. Il faut en tenir compte, mais à nous également d'accompagner pour constater au bout d'un temps de fonctionnement ce qui va moins bien et essayer d'améliorer les choses pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Un autre rond-point un peu plus loin, j'ai toujours été étonnée par le très mauvais entretien des 2 ronds-points de d'Egna à l'entrée de Cholet. Je crois qu'ils ne sont pas du ressort de la ville, mais quand même, n'y a-t-il pas quelque chose à faire? Donc, ces 2 ronds-points ont été créés pour la liaison lors de la liaison pardon, Cholet-Bressuire. Donc, ce sont 2 ronds-points qui appartiennent au département. En 2016, il y a eu une convention tripartite avec l'État, le département et la ville qui a été signée. Et le département devait nous rétrocéder au bout de 3 ans ces 2 ronds-points. Or, au bout des 3 ans, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait eu aucun entretien. On les avait déjà relancés avant. On n'a pas attendu les 3 ans pour s'en rendre compte, je vous rassure. Mais donc, et que c'était absolument infaisable que nous, on les reprenne parce qu'il fallait tout retirer, tout recommencer, remettre de la terre végétale. Donc, enfin, le département a accepté de les remettre en état et depuis mi-octobre, les travaux ont commencé. Donc, dès que c'est terminé, ces 2 ronds-points appartiendront à la ville et ils auront le même traitement que tous les ronds-points de la ville. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait. Il nous reste 3 questions. Elles sont pour vous, Gilles Bourdoulex. Je remarque que certains trottoirs sont envahis de mauvaises herbes qui poussent au pied des maisons. Ça ne fait pas très propre et n'incite pas les personnes à respecter les lieux. Quelle est la solution? C'est vrai que nous n'avons plus les mêmes outils pour nettoyer les mauvaises herbes. Dans la ville comme ailleurs, c'est vrai pour toutes les collectivités, puisqu'il y a un certain nombre de produits qu'on n'a plus le droit, et tant mieux, d'utiliser. Donc, la quasi-totalité du nettoyage de ces mauvaises herbes se fait manuellement. Manuellement, ça signifie aussi du personnel, et le personnel, on ne va pas embaucher des dizaines de personnes pour acheter les mauvaises herbes, le budget ne supporterait pas. Donc, à la fois, on essaie d'entretenir, parce qu'il y a quand même un passage régulier sur toute la ville, hein, tout est bien organisé par les services qui assurent le nettoyage et l'enlèvement de ces mauvaises herbes, mais aussi il y a la volonté de regarder comment on peut trouver des solutions pour que ces mauvaises herbes ne reviennent pas, un point. Et puis il y a aussi l'encouragement que nous donnons à nos concitoyens de nettoyer devant chez eux. Vous savez, ce n'est pas non plus 100, 150, 200 mètres carrés à nettoyer. C'est quelques mètres carrés de mauvaises herbes à enlever, sur lesquelles on enlève les mauvaises herbes. Ça peut être rapidement fait. Je crois que si chacun se prend par la main pour le faire, on aura une ville beaucoup plus propre. Et en même temps, on saura assurer cet entretien correct qui fera partir ces mauvaises herbes qui ne sont pas très décoratives, avouons-le. Merci. Concernant les transports publics, cette fois, changement de sujet. Pourquoi arrêter la circulation des bus à 19h30? C'est une étudiante qui nous parle. Sans voiture, il est difficile de se déplacer, notamment quand les cours s'achèvent à 20h. En temps normal, là encore. Oui, en temps normal, sachant que je dirais qu'il y a une double difficulté. D'abord, on n'a pas constaté forcément une demande forte pour avoir des bus jusqu'à 7h. Ensuite, le coût des transports publics est important. Avoir des bus qui passent, et vous parlez des étudiants, donc dans le campus universitaire au Carteron, ça signifie des bus qui, après, vont aller se répandre sur toute la ville. C'est-à-dire que le bus qui va passer au Carteron à 20h, il va aller vers le centre-ville, vers la gare d'échange de l'hôtel de ville, et être relayé par des bus qui partiront en étoile à travers tout le territoire urbain. C'est lourd. Si c'est une poignée d'étudiants, je suis obligé de dire c'est pas gérable. Nous ne fermons pas la porte néanmoins. Ça fait partie des réflexions que nous avons dans ce sur quoi nous travaillons chaque année pour l'évolution
des transports publics. Et puis, il faut aussi que nous travaillions à accompagner la mise en place de tout ce qui peut être transport à la demande, covoiturage, des outils qui sont intéressants, notamment pour les jeunes. Il y a quand même des jeunes qui disposent de véhicules. Alors, pourquoi pas réfléchir ensemble, pour mettre en place un système qui serait facilitateur pour le déplacement des jeunes qui terminent leurs heures de cours, au-delà du passage théorique des bus actuellement. Et la dernière question, toujours au sujet des bus. Qu'en est-il du projet de gratuité des bus le samedi après-midi? Question à l'étude que pour laquelle je vais apporter une réponse en deux temps. J'ai un temps général et un temps particulier. Le temps général, c'est qu'effectivement, nous y réfléchissons pour le samedi. Je le dis, je le redis, et c'est partagé par l'ensemble de mes collègues, nous ne sommes pas favorables à une gratuité des bus d'une manière générale. Tout simplement parce que la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est l'usager ou c'est le contribuable. L'usager aujourd'hui paye, il ne paye pas évidemment la totalité du coût de son transport. Il y a le contribuable. Le contribuable, c'est essentiellement l'entreprise avec le versement transport. C'est le seul impôt qui est dédié, c'est-à-dire que quand l'entreprise paye un versement transport qui est basé sur les salaires qu'elle verse au-delà d'un certain nombre d'employés, cet argent-là est consacré au transport public. Et puis ensuite, il y a le contribuable plus général qui paye aussi à travers les subventions d'équilibre que l'on peut apporter au réseau de transport. Donc la gratuité, ce n'est pas forcément une bonne solution. En plus, on s'aperçoit que lorsque la gratuité est mise en place, c'est plutôt les modes doux de déplacement qui sont allégés, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui font un peu de vélo ou un peu de marche à pied. Et en réalité, ça n'enlève pas les voitures. Donc, en fait, c'est une fausse réponse. Ça crée aussi d'autres soucis. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais en tout cas, ce n'est pas forcément une bonne solution d'avoir du transport public gratuit tout le temps. Le samedi, c'est une réflexion que nous avions engagée il y a quelques mois. Nous l'avons évoquée pendant cette campagne électorale qui a amené aux élections de cette année. Nous souhaitons effectivement, à un moment donné, aboutir sans doute à une gratuité des transports publics le samedi pour permettre d'amener du monde vers le centre-ville en particulier, plus de monde, plus d'acheteurs dans le commerce de centre-ville. Nous réfléchissons à la mise en place de ce système. C'était un peu le côté général que j'évoquais. Puis il y a un côté particulier, c'est que j'ai demandé, et on aura la réponse dans les jours qui viennent, qu'on travaille sur une idée de transport gratuit du samedi, là, immédiatement, à titre d'expérimentation au mois de décembre, à l'instant où, je l'espère, nous l'espérons, le confinement sera terminé et que notamment les commerces qui souffrent beaucoup de cette situation pourront rouvrir et aborder avec plus d'espoir cette période des fêtes des fins d'année où théoriquement il devrait y avoir beaucoup de visiteurs, notamment dans le centre-ville, pour venir dans les magasins. Donc nous mettrons en place cette gratuité les samedis de décembre, si bien sûr il n'y a plus les questions de confinement. En tout cas, cette gratuité les samedis de décembre pour favoriser la venue dans le centre-ville, de la même façon que nous mettrons en place une gratuité des parkings publics pour favoriser le commerce au moment où il redémarrera pour aborder dans les meilleures conditions, avec confiance, les fêtes de fin d'année. On y croit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Annick Gento, merci Gilles Bourdouillex pour vos réponses précises et illustrées. Merci à vous pour votre attention. On vous rappelle que si les rencontres citoyennes sont un moment fort, vous avez tout au long de l'année la possibilité de contacter la municipalité pour faire part de vos remarques, mais aussi de vos suggestions sur le site www.cholet.fr, rubrique Exprimez-vous, via l'application Tell My City Prime ou encore en contactant le service Action de quartier au 02 72 77 22 04. Annick Gento se déplace également sur rendez-vous chez les riverains tous les mardis après-midi. C'est exact. C'est ça. Et bien sûr, toutes les questions n'ont pas pu être abordées lors de cette émission, mais chacun recevra une réponse individuelle par courrier. Merci, très belle fin de soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous en 2021 pour les rencontres citoyennes avec les Choletais avec joie. Avec joie et en vrai. Merci à tous les deux. Bonsoir. Bonne soirée.